Bonjour, bienvenue à tous pour cette troisième édition des Agora Live de l'expérience client. 3 matinées dédiées aux meilleures pratiques pour engager les collaborateurs et les clients, mais 2 concerts. Et pour débuter ces 3 matinées, il était tout à fait légitime de recevoir Jean-Jacques Gressier, PDG de l'Académie du Service. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour M. Flamery. Nous allons parler donc de symétrie des attentions et surtout de comment mettre en place une culture du feedback au sein de son organisation. Alors je disais en préambule que vous étiez PDG de l'Académie du Service. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que fait l'Académie du Service? Bien sûr, l'Académie du Service est une société de conseil qui accompagne des clients qui veulent augmenter leur performance en améliorant l'expérience client et l'expérience collaborateur. Donc on est dans le thème. On est dans le thème. Parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Si on veut améliorer l'expérience client, il faut beaucoup travailler sur l'expérience collaborateur. Notre deuxième particularité, c'est au-delà d'écrire l'expérience client et l'expérience collaborateur, c'est d'accompagner nos clients dans comment ces expériences sont réellement déployées dans tous les points de contact que la société a avec ses clients. Et donc dans tous les points de coopération et de management qu'il faut installer dans l'entreprise. Très bien. On va parler de culture du feedback. Comment vous définiriez justement cette culture du feedback? Ça consiste en quoi, ce concept? Alors, ce concept du feedback, il n'est pas nouveau, mais par contre, on constate qu'il a encore du mal à s'implanter dans les entreprises. On a fait, à l'occasion de notre baromètre annuel de la symétrie des attentions, on a bien sûr, encore une fois, questionné cette culture feedback. Est-ce qu'elle se met en place dans les entreprises? Et force est de constater que nos chiffres disent que, à la fois, les managers font peu de feedback, moins de 50% d'entre eux, et que, bien sûr, moins de 50% d'entre eux demandent à ce qu'on leur fasse du feedback. Et là, ça pose tout de suite, qu'est-ce que c'est que le feedback? Le feedback, c'est, si on prend l'exemple de nous ce matin, je suis à votre service, au service du service que vous rendez aux personnes qui se connectent. Si à la fin de notre échange, de notre prestation de service, je ne m'interroge pas sur qu'est-ce que j'ai pu bien faire et qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, à la prochaine intervention de ce type, je n'aurai peut-être qu'en mémoire qu'est-ce que j'aurais un peu loupé ce matin. Si quand je rentre au bureau, mes collègues ne me font pas de feedback en disant « Tiens Jean-Jacques, ça, là c'était bien, là c'était moins bien, tu pourrais peut-être faire ça », je ne progresserai pas. Donc le feedback, c'est quoi? C'est ce cadeau qu'on fait à soi-même d'abord par l'auto-évaluation, parce qu'on pourrait appeler l'auto-feedback, et le cadeau qu'on fait à nos pairs ou à nos collaborateurs, de leur faire un feedback sur ce qu'ils font pour les aider à progresser. C'est ça la culture du feedback. D'accord. J'ai une première question. En fait, par où on commence quand on veut développer cette culture? Et finalement, est-ce que les objectifs visés ne sont pas toujours les mêmes? Alors, les objectifs fixés sont globalement toujours les mêmes. C'est de dire, beaucoup de nos clients ont déjà défini ou définissent avec nous cette nouvelle expérience client et cette nouvelle expérience collaborateur. Quand on parle d'expérience, on parle de quoi? On parle de compétences comportementales. D'accord. Donc, il ne s'agit pas simplement d'appliquer un process métier. Et quand on travaille sur ces comportements, c'est un travail sur soi-même. Donc, cette culture du feedback, elle est nécessaire à justement cette amélioration et cet ancrage d'une nouvelle façon d'être en relation avec autrui. C'est ça qui la caractérise. C'est quoi les freins qui vous viennent à l'esprit par rapport à votre expérience? Alors, les freins, c'est que souvent, c'est nouveau. C'est très difficile pour un manager de rentrer dans cette culture de feedback s'il ne l'a jamais reçue. Et beaucoup de managers aujourd'hui n'ont pas vécu, de par leur passé professionnel, ce plaisir, cet enrichissement d'avoir un manager qui les aidait à progresser par cette culture du feedback. Donc ça peut être un frein énorme, parce que s'ils ne l'ont pas vécu, ils ne peuvent pas le reproduire. Donc nous, souvent, notre rôle, c'est de recommencer à installer cette culture, en commençant par le haut de l'entreprise, en disant, si vous voulez installer une expérience client ou une expérience collaborateur, vous ne pourrez pas le faire sans cette culture de feedback. C'est pas possible, et ça, toutes les analyses, toutes les expériences qu'on a accumulées le prouvent. Et donc, pour faire ça, il faut commencer par installer cette culture de feedback de la part des dirigeants et de la part des managers et entre les collaborateurs entre eux. Parce que ça commence par un rapport, je le disais, à soi-même. Est-ce que je me fais du feedback sur ce que je fais? Mais est-ce qu'aussi j'en reçois de mes pairs dans le cadre d'une relation qui est très bienveillante? Faire un feedback, c'est s'éloigner du management de contrôle. C'est rentrer dans un manager au service de la réussite de ses collaborateurs ou dans un collègue qui aide ses collègues à réussir. C'est très différent. Et donc vous anticipez ma prochaine question. Est-ce que cette culture du feedback oblige nécessairement le manager à adopter plus une posture de coach ou d'aide en fait finalement? Et bien sûr, bien sûr. Les évolutions des pratiques comportementales, puisqu'on parle de ça,
ne peuvent se faire que par une motivation intrinsèque des personnes. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à se comporter différemment. Donc, ce dont on parle là, c'est comment est-ce que je peux accompagner mes collaborateurs, par exemple, à travailler cette amélioration permanente de leur comportement. C'est ça l'idée de base. D'accord. Et comment ça marche? C'est quoi la recette miracle pour justement dans une entreprise qui n'a pas cette culture, qui n'a pas intégré cette culture? Comment ça fonctionne très concrètement? On commence où? Alors, on commence par faire vivre l'expérience à l'ensemble des personnes concernées, que quand je m'auto-évalue, eh ben, je tire une expérience et un enseignement de ce que je viens de faire, et que quand un collègue, ce n'est même pas forcément une relation de management, après ça doit devenir une relation de management, mais ça commence par vivre l'expérience que si vous me faites un feedback sur ma prestation, sur le service que je vous rends, vous me faites un cadeau parce que vous me faites progresser. Et donc, comme on sait bien que dans la pédagogie des comportements, il n'y a pas d'autre façon de les faire progresser que de montrer à la personne qu'elle a un intérêt personnel à changer ses pratiques. Donc toute la pédagogie, c'est de montrer à l'ensemble des gens concernés que quand ils font du feedback, c'est d'abord mieux pour eux. Et à ce moment-là, ça peut s'ancrer quand c'est accompagné. Et ça doit être accompagné parce que c'est nécessaire, mais que ce n'est pas facile, parce que c'est un travail sur soi. C'est aussi souvent une grande nouveauté pour des entreprises ou des managers qui n'ont vécu comme pratique de management que le commandement et le contrôle. Alors que là, on est dans la bienveillance. On est dans effectivement ce qu'on appelle souvent un manager coach, qui va passer plus d'énergie et plus de temps à aider ses collaborateurs à réussir, plutôt que, comme je le dis des fois dans un peu une vision caricaturale, mes collaborateurs me font réussir. Non, là c'est l'inverse. Hein, on a inversé la pyramide. D'accord. Et justement, sur cette posture, on voit que chez les managers, chez le collaborateur, il y a souvent les mêmes freins également. C'est une remise en cause de la légitimité de l'interlocuteur, une difficulté à tirer des enseignements très concrets. Vous parliez de faire vivre l'expérience. Comment on design cette expérience? L'expérience de management, elle se design comme l'expérience de service. C'est-à-dire qu'on décrit les comportements et les pratiques attendues. Mais une fois qu'on a décrit ça, on a un bon document de référence, mais on n'a rien fait. Donc tout l'accompagnement et la pédagogie, c'est justement, une fois qu'on a montré aux personnes cette expérience qu'ils devraient accomplir, de leur faire vivre par des processus pédagogiques pour qu'ils prennent conscience du bénéfice que ça a pour eux. Après, il faut les accompagner, parce que quand on parle d'évolution des comportements, ça demande des efforts différents en fonction des personnes. Donc c'est aussi comment vous mettez en place dans les entreprises des outils qui vous permettent de constater que dans tel endroit, dans telle équipe, la culture du feedback se met en place, et que dans telle autre équipe, la culture du feedback ne se met pas en place. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que ça peut être plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres, pour des tas de raisons. Et nous, c'est pourquoi on a développé une application, parce que c'était vraiment une difficulté contre laquelle on a buté pendant quelques années, une application qui permet d'abord aux personnes d'avoir toujours avec eux, dans leur poche, les expériences clients et collaborateurs qu'on souhaite. Comme ça, ils peuvent réviser, ils peuvent revoir, ils ont l'expérience avec eux. Après, cet outil leur permet de d'abord apprendre à se faire eux-mêmes cette auto-évaluation, cette culture de l'auto-feedback dont je parlais. D'accord, donc c'est une appli pour les managers. Et les collaborateurs, c'est la même. D'accord, et ça discute sur l'appli Alors, ça ne discute pas. C'est-à-dire que si je viens de faire une expérience client, je peux m'auto-évaluer. Mais je peux aussi après demander à un pair, de lui dire, écoute, tu m'as vu pendant cette expérience client, est-ce que tu peux me faire un feedback? Et quand c'est avec un manager, ça va être un feedback croisé qui va permettre d'aboutir après à ce que le collaborateur se dise, effectivement, ça, je l'ai bien réussi, et merci du feedback qui m'a aidé à en prendre conscience. Parce qu'un feedback, ça commence par aider à prendre conscience de ce qui a été réussi, et ensuite d'aider la personne à se dire, la prochaine fois, je pourrais peut-être tenter un petit truc en plus pour encore mieux réussir. C'est ça vraiment la culture feedback. Et notre outil permet de tracer cette conversation, de prendre rendez-vous avec le manager, par exemple, pour faire une deuxième observation, une troisième observation, parce que sinon, les jours passent et on ne fait pas d'observation, on ne fait pas de feedback. Et puis ça permet aussi de reconnaître à quelqu'un, lui dire, écoute, ça fait 2 fois que je t'observe dans ce moment clé de la relation client, et vraiment, je reconnais que tu es un expert. Et vous savez, par rapport à ce qu'on dit parfois, parce qu'on installe cette application dans beaucoup d'entreprises en France, parfois, et je peux le comprendre, des managers ou même des partenaires sociaux peuvent penser que cette culture de feedback ne va pas être bien vécue par les collaborateurs. C'est faux. Ce qui est mal vécu, c'est le contrôle. Oui, le flicage, oui. Le flicage. Mais quand on met en place du feedback qui fait grandir, les collaborateurs sont les premiers à vous dire « mais j'ai progressé, maintenant je suis expert de cette relation
j'aimerais bien que vous le reconnaissiez. Donc on a des entreprises où les collaborateurs ont participé, ont aidé les managers à dire bah, banco, on y va, nos collaborateurs souhaitent avoir du feedback et ça les a encouragés. Alors est-ce qu'on a les mêmes stratégies que pour la voix du client où on s'efforce de prendre l'ensemble justement des verbatim collaborateurs et se dire on va traiter chaque point d'insatisfaction, on va faire du quali, du quanti. Au niveau des outils, ça fonctionne comment? Parce que je présume que pour mettre en valeur le feedback collaborateur, il faut nécessairement montrer qu'on le prend en compte et qu'il y a un plan d'action derrière. Voilà. Comment ça se passe sur ce sujet-là? Sur ce sujet-là, on a notre système, il est à double détente. Vous avez d'abord du point de vue qualitatif, cette application Lookie va permettre aux managers et aux managers d'avoir une vision très qualitative des progrès accomplis. Ensuite, toutes les datas qui sont récupérées par cet outil sont mises dans un outil qu'on appelle Lookie Management, qui va permettre de voir que dans une équipe, là on n'est qu'en quanti, que dans une équipe il y a des observations, que dans une équipe il y a des auto-évaluations, qu'il y a des observations mais qu'elles sont pas, il n'y a pas le débriefing. Donc ça va permettre de piloter des datas sur cette culture du feedback qui vont permettre, par exemple, au manager de manager, de dire tiens, là, j'ai un collaborateur, un manager qui est en difficulté parce qu'il n'arrive pas, il n'ose pas faire les débriefings et tout ça, il fait de l'observation, mais il ne débriefe pas, ou on n'a pas de reconnaissance de collaborateurs qui grandissent. À ce moment-là, ça peut montrer qu'on a un manager qui est un peu en difficulté. Et donc là, c'est pareil, il ne faut pas retomber dans le management de contrôle. C'est de se dire que ce manager, il voudrait y arriver. Il faut aller l'aider. Il faut aller l'aider. Lui aussi, il a besoin d'un manager coach. Donc votre outil permet finalement d'être au service de la proactivité et de jamais en fait mettre les personnes en difficulté par rapport au Moi, je dis toujours, et c'est faire toujours le pari de l'intelligence et de la volonté de bien faire de l'ensemble des collaborateurs qu'on a dans l'entreprise. 98% des personnes veulent être fières d'elles-mêmes quand elles rentrent le soir à la maison. Donc il ne faut pas douter de l'engagement, il ne faut pas douter de l'intelligence que les gens mettent dans leur travail. Il faut simplement parfois constater que ça peut être plus difficile et on n'a pas le droit de laisser quelqu'un dans l'échec. Vous vous rendez compte, si vous êtes un manager, que vous avez compris qu'il faut que vous améliorez l'expérience des clients que vous servez avec votre équipe et que vous n'arrivez pas à le faire, mais vous êtes le plus malheureux de la Terre. Donc c'est comment effectivement à ce moment-là on vient vous aider. Et la première personne qui m'avait vraiment engagé dans cette dimension-là, c'était Jean-Paul Bailly quand il a fait son travail sur les plus gros 1000 bureaux de poste en France. Il avait bien expliqué à l'ensemble de ses managers que si sur un bureau, la nouvelle expérience qui avait été décrite ne se mettait pas en place, c'est pas que l'équipe ne voulait pas, parce que l'équipe, elle le souhaitait. C'est qu'elle avait peut-être un bureau de poste plus compliqué que le bureau de poste d'à côté. Donc elle avait peut-être besoin d'aide et il avait créé une équipe, on avait participé à ça, qui aidait ces managers qui pouvaient être face à des difficultés plus grandes à réussir, parce que vous n'avez pas le droit de laisser une personne ou une équipe en échec. Ça, la responsabilité du management aujourd'hui, c'est de faire réussir tous ses collaborateurs et toutes ses équipes. Et ça, il faut en avoir conscience en permanence. Quel autre outil ou quelle compétence cela implique, justement, ce type d'implémentation, alors c'est un peu un terme informatique, mais de culture, d'intégration de cette culture? Ça implique d'abord, moi je pense que cette culture du feedback, elle implique aussi la symétrie des attentions, dont en fait ce feedback est un peu la conséquence. Donc première brique, symétrie des attentions. La première brique, la symétrie. Pour moi, c'est la symétrie des attentions. D'accord. C'est-à-dire d'avoir conscience que la qualité de l'expérience que vont vivre des clients avec une entreprise, une organisation, est symétrique de la qualité des expériences qu'on vit en tant que collaborateur à l'intérieur de cette organisation. Donc ça, c'est vraiment le socle de la méthode et la symétrie des attentions qui fait un pont entre je veux améliorer l'expérience client pour augmenter ma performance. Et je comprends que je suis donc obligé d'améliorer d'abord et encore plus encore l'expérience des collaborateurs. Cette symétrie, on va dire, elle fait un pont horizontal entre marketing et management, mais elle a une dimension verticale qu'il ne faut jamais oublier. C'est que vous ne pouvez pas reproduire un comportement que vous ne recevez pas. Donc l'exemplarité n'est acceptable, et c'est souvent une difficulté qu'on a, que si vous acceptez en tant que manager que vous n'êtes pas toujours exemplaire. Alors qu'on a beaucoup été construit quand même, dans notre passé de manager. Je suis manager parce que je suis le meilleur, je suis manager parce que je suis parfait, comme je suis manager, je ne fais pas d'erreur. Donc on comprend ces modèles. Aujourd'hui, un bon manager, c'est celui qui reçoit du feedback de ses collaborateurs. Et nos analyses montrent que c'est encore très rare. Donc voilà, le deuxième socle, c'est sans doute ça. C'est ce socle d'accepter qu'on n'est
pas toujours exemplaire, mais qu'il faut l'être. Qu'il faut tendre vers plus d'exemplarité chaque jour. Donc travailler d'une part la symétrie des attentions et d'autre part un peu le statut de l'erreur, c'est un peu ça? Le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur. Mais bien sûr. On peut pas demander à des équipes, peu importe les fonctions, on doit de plus en plus s'adapter à un monde incertain, à un monde agile, où il faut servir chaque client d'une façon unique, où on sait bien que chaque collaborateur est différent et donc a besoin d'un management personnalisé. Donc on ne peut pas avoir cette agilité, cette capacité d'adaptation et penser au zéro défaut. Et d'ailleurs, aucun client et aucun manager ne demande le zéro défaut. En fait, ce qu'il nous demande, c'est d'essayer de mieux faire, et que quand on fait une erreur, quand on se plante, de le reconnaître et de dire merci de me l'avoir dit, et la prochaine fois, je ferai mieux. Personne n'attend le zéro défaut. Il faut sortir de cette injonction qui est terrible, parce que si je voulais être dans le zéro défaut, je ne viens pas ce matin. Parce que forcément, je fais des erreurs en venant ce matin. Vous voyez, c'est ça qui est important. Alors, on va jouer un peu sur la sémantique, justement. Où mettre la limite entre une erreur et être proactif dessus, et puis la faute professionnelle, en fait? Ah oui, mais oui, là, vraiment, on parle de deux choses différentes. Ouais. Mais je pense qu'il y a une confusion encore, peut-être. Oui, mais je pense qu'il y a une confusion quand on ne veut pas transformer sa vision. On parle bien, quand on parle du droit à l'erreur, on parle de l'erreur qui fait que je pourrais mieux faire, et que si je m'interroge sur la façon dont je viens de faire, je ferai mieux la prochaine fois. Et que même quand on fait une erreur, si elle nous apprend quelque chose, je voulais bien faire. Voilà, j'étais animé d'une intention positive. Il se trouve que je me suis pris un peu les pieds dans le tapis. Bon, ok, je le comprends, la fois d'après, je progresse. Là, quand on parle de faute, c'est parce qu'au départ, il y a une intention qui va être négative. Oui. Donc on n'est pas du tout dans le même monde. Si je fais une erreur en vous servant, néanmoins, je voulais vous servir. Oui, tout à fait. Donc j'étais à votre service, je voulais réussir. La faute, c'est quand je contourne la règle parce que je n'ai pas envie de servir, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça la grande... Mais vous savez, les collaborateurs ne se trompent pas. Quand ils parlent de droit à l'erreur, ils ne parlent pas de la faute ou de ce qui serait de déroger à une règle qu'il faut à tout prix respecter, parce qu'une entreprise ne peut pas vivre sans respecter la loi, les règlements, la sécurité, tout ça. On ne parle pas de ça. Là, on parle du droit à l'erreur parce que la relation, c'est complexe, que je dois m'adapter à vous et que ce n'est pas simple. Et voilà, c'est ça dont on parle. Comment on l'entretient dans la durée, cette culture du feedback? On l'entretient. On ne retombe pas dans les anciens réflexes de controlling, de je monitoring. vous parlais il y a quelques minutes de notre Lookie Data qui permet donc d'avoir les tableaux. Lookie, c'est notre application qui permet d'installer ces pratiques de feedback. D'accord. Donc il y a l'outil Lookie Terrain qui est cet outil qui nous permettrait ensemble de regarder, d'évaluer notre prestation de service. Et puis Lookie Data, c'est l'extraction de toutes ces données qui permet le management de tout ça. Uniquement par du quantitatif, alors que Lookie Terrain, ce n'est que du qualitatif. Dans Lookie Data, qu'est-ce qu'on est en train de faire, puisqu'on fait des tableaux de bord de management visuel? Le jour où vous mettez en corrélation la progression du déploiement de l'expérience client telle que vous l'avez souhaité. Vous savez que dans cette équipe, l'expérience client se met en place, que les compétences sont validées, que les moments clés sont respectés, que les rituels sont installés. Ça, Lookie Data vous le dit. Si en dessous, vous rajoutez quelques compteurs qui montrent qu'au fur et à mesure, vous développez l'expérience client telle que vous l'avez écrite, la satisfaction de vos clients augmente et que votre performance sur un critère que vous avez défini augmente. Donc si dans le même tableau de bord, vous montrez bien à quel point il y a une corrélation entre le déploiement de l'expérience client et le management et la performance de votre entreprise, tant du point de vue économique que de satisfaction client, à ce moment-là, vous verrez bien si ces datas sont en permanence activées, et c'est de plus en plus le cas, que dès que vous allez arrêter de faire un effort sur le feedback, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, vous allez voir des chiffres qui vont repartir à la baisse et ça va vous faire réagir. Et effectivement, on sait bien aujourd'hui que l'expérience client, l'expérience collaborateur, c'est pas je refais pas une fois par an une analyse pour savoir si mes clients sont contents parce que j'ai envie d'analyser, d'afficher un NPS. C'est est-ce que je mesure l'expérience client tous les jours à chaque interaction? Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est bien de la réussir à chaque fois. Donc si hier, mes clients étaient moins contents, c'est fondamental que je le sache aujourd'hui pour pouvoir m'améliorer. Et si je le sais dans 6 mois, ça ne me sert à rien. Oui, tout à fait. Et c'est vrai pour l'expérience client, c'est vrai pour l'expérience collaborateur. À qui appartient ce sujet aussi? Parce que c'est un sujet qui est RH, qui est expérience client, qui traite un peu de marketing parfois, marketing relationnel. Oui. C'est un sujet, vous dites à qui ça appartient, je corrige en disant, pour moi,
l'expérience client, c'est un sujet de cohésion. Vous avez beaucoup d'entreprises qui sont amenées à avoir des plans de transformation avec plein de projets. Et souvent, nous, l'expérience qu'on a quand on arrive en complément de ces projets pour travailler l'expérience client et donc l'expérience collaborateur, ça fait la cohésion et ça rassemble tous les projets. Parce qu'il y a une vérité, c'est que tout le monde est d'accord pour faire un effort pour améliorer la satisfaction client. Donc cette expérience client et donc cette expérience collaborateur, bien sûr qu'elle peut appartenir au marketing, bien sûr qu'elle peut appartenir au patron des réseaux commerciaux, par exemple, bien sûr qu'elle appartient aussi au RH, elle appartient à tout le monde, elle appartient même aux gens qui font de la communication, qui développent l'image de marque corporate. Vous savez que notre baromètre de la symétrie des attentions, qu'on développe maintenant pour beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire qu'au-delà du baromètre national, on fait des baromètres par entreprise pour leur montrer comment elles progressent. On en a fait un label qui permet aux entreprises de dire j'ai fait ce baromètre, j'ai des notes, et je peux déclarer que mes équipes sont heureuses et que donc mes clients sont heureux. Donc ça appartient aussi à la com. Et on va développer demain un outil qui mesurera la performance extra-financière des entreprises à partir de la même base. Ça permet aussi de communiquer sur le E et le S. Et ça, si vous voulez, ça montre bien, et nous on travaille beaucoup avec les comités de direction sur l'expérience client, l'expérience collaborateur, et je peux vous assurer que c'est un sujet qui crée la cohésion de l'équipe dirigeante. Ce n'est pas un sujet qui divise. L'expérience client, c'est un sujet qui rassemble. Donc il n'appartient pas à l'un plus qu'à l'autre. Ce qu'il faut, c'est les embarquer tous. D'accord. Et justement, quand on doit rendre compte à tout le monde de ce qu'on a mis en place, quels sont les gains métiers ou les bénéfices d'une telle culture? Est-ce que c'est uniquement sur la satisfaction client qu'on place la focale dessus? Ou est-ce que c'est sur la qualité de vie au travail Alors, où est-ce qu'on met le curseur justement quand on doit rendre des comptes au CODIR C'est une bonne question. Très souvent, quand on lance des projets avec nos clients, on définit très vite des indicateurs qui vont nous montrer ensemble qu'on est en train d'atteindre, on va dire, cet objectif global. Et très souvent, vous allez trouver 3 indicateurs. Un indicateur de performance, il n'y a pas d'ordre, mais un indicateur de performance économique. Parce que quand même, une entreprise, elle doit assurer sa performance économique pour continuer son existence. Donc il y a forcément un critère de performance économique. Et on en trouve toujours qui sont directement corrélés à l'expérience client et l'expérience collaborateur. Vous allez trouver un indicateur de la qualité de l'expérience client. Est-ce que, par exemple, j'ai plus de clients qui me recommandent? Est-ce que j'ai moins d'attrition de mon portefeuille? Est-ce que je suis plus recommandé? Peu importe, mais il y a forcément un indicateur qui montre que les clients sont plus contents. Et puis vous allez avoir des indicateurs sur l'engagement des collaborateurs. Il y a des clients où on a un des indicateurs du projet, c'est la diminution du turnover. Parce que quand les collaborateurs sont en difficulté dans la relation client au quotidien, ça les use. Ils ont besoin que cette relation elle soit positive. Si elle est trop souvent négative, les bons, ils vont aller voir ailleurs. Parce qu'ailleurs, ils vont trouver le job. Donc, l'attrition des clients, c'est dangereux. Le turnover des collaborateurs, c'est dangereux. Donc, voilà, il faut toujours avoir ces 3 types d'indicateurs et les piloter, comme je vous le disais, non pas une fois par an, mais le plus souvent possible. Très bien. J'ai une dernière question avant de passer justement aux questions de l'audience. Finalement, dans le contexte dans lequel on vit, est-ce que ce n'est pas un passage obligé de mettre en place une culture du feedback justement pour mieux gérer l'incertitude et la situation qu'on traverse tous? Oui, vous avez raison. On est quand même dans une période où l'incertitude, on voit bien, il y a un tas de modèles qui montrent que le monde est beaucoup plus incertain. On sait bien qu'on ne sera pas demain dans le monde d'avant. Donc ça crée beaucoup d'incertitude. On voit bien que tous les confinements et tout ça, ça a créé beaucoup d'angoisse et tout ça. Et donc effectivement, je dirais presque que c'est une raison de plus. En ce moment où il peut y avoir beaucoup de doutes, parce que je peux douter de mon engagement professionnel au travers ce télétravail, le fait qu'on se voit moins, enfin tout ça. Et puis je peux douter de la réussite de mon entreprise parce que je sais qu'elle a été chahutée par la crise économique. Donc effectivement, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peurs. Et c'est pourquoi cette culture du feedback qui peut montrer que je suis en train de réussir, que l'entreprise est en train de réussir, ça contribue. Il ne faut pas raconter des choses qui ne sont pas vraies. Mais plus on fait du feedback, plus on rassure les gens sur leur performance et la performance de leur entreprise. Donc puis la situation d'aujourd'hui, mais on voit bien que cette crise qu'on traverse et dans laquelle on est encore, elle a accéléré beaucoup de transformations dans les entreprises. Et c'est, on va dire, son côté bénéfique. C'est qu'on était à l'aube d'un changement et là, il a fallu courir parce que maintenant, on est dedans. Donc, ça a été un peu une marche forcée. Mais cette marche forcée, elle a aussi des tas d'avantages. Donc, je ne dis pas que la crise, c'est une bonne chose. Mais je dis qu'il faut la regarder sous le angle de ce qu'elle nous apporte. Et effectivement, on en voit bien les effets positifs dans ces changements
dans cette vigilance accrue sur l'expérience client, parce qu'aujourd'hui, je sais bien qu'avec cette crise, il ne faut plus que j'en perde un seul des clients. Il faut même que j'arrive à en reconquérir. Et on voit bien aussi avec cette crise qu'il faut que je remobilise mes collaborateurs qui ont été chahutés, que je ne peux pas perdre de collaborateurs non plus, parce que former des collaborateurs, c'est de plus en plus long et de plus en plus cher. Donc on est bien dans des intérêts qui sont complètement symétriques. Très bien. Chez vous, quelle a été justement la transformation majeure que vous avez vécue cette année Qu'est-ce que ça a accéléré à l'Académie du Service? Alors l'Académie du Service, c'est une petite entreprise. Hein. On est 25 plus 40, si je prends les différents statuts, donc on est une petite entreprise. Néanmoins, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est engagé dans ces mouvements de responsabilisation. Et donc ça n'a fait qu'accélérer. Chez nous, par exemple, pour vous donner un exemple de responsabilisation, ce sont les collaborateurs qui choisissent leur manager coach. Vous voyez, à quel point on a déjà inversé la pyramide. Néanmoins, cette crise, elle nous a engagés à transformer tous nos modèles pour qu'ils puissent se faire en digital quand ça ne pouvait pas se faire en présentiel. Donc ça nous a obligés positivement à accélérer une adaptation de la transformation de notre offre. On a renforcé aussi notre capacité à accompagner l'innovation de nos clients, parce que dans ce monde d'aujourd'hui, bien sûr qu'il faut améliorer l'expérience client, mais il faut aussi permettre à nos clients d'innover dans l'expérience. Donc cette transformation, elle s'accélère. Et aujourd'hui, forcément, en partant de la symétrie des attentions, vous vous doutez bien qu'on a entamé une démarche d'entreprise à mission, parce que j'estime qu'en améliorant l'expérience client et l'expérience collaborateur, on accomplit une mission au sens sociétal du terme. Si demain, les clients et les collaborateurs sont plus heureux, quelque part, c'est une mission que doit se donner l'Académie du Service. Et c'est à ça qu'on travaille en ce moment au sein de l'entreprise. Alors, vous anticipez aussi une question que je voulais vous poser. Il restera 1 minute pour peut-être prendre une question, mais avant cela, on parlait d'abord d'expérience client, ensuite on parle de symétrie des attentions, expérience client, expérience collaborateur. Est-ce que la prochaine étape, c'est pas de prendre, on va dire, l'expérience citoyen, le consommateur, et de prendre vraiment les gens dans leur globalité? Oui, bien sûr. À partir du moment où on s'intéresse à la symétrie des attentions, on comprend qu'en fait, il faut avoir un regard sur la femme ou l'homme avec laquelle on est en interaction. Et que cette femme ou cet homme, ce n'est pas simplement un client ou un collaborateur. C'est un être humain à part entière qu'il faut regarder avec, je dirais, tout l'amour qu'on lui doit. Et donc, effectivement, on va vers... c'est une forme d'altérité. Servir, être à votre service, c'est aller à votre rencontre. Mais à votre rencontre, pas en tant que simplement professionnel. Aller à votre rencontre en tant que l'homme ou la femme que vous êtes et essayer de vous comprendre dans votre registre émotionnel, de m'adapter à vous et pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Servir, ça veut dire prendre soin. Vous voyez, donc on est bien dans ce que vous décrivez. Très bien, merci Jean-Jacques Gressier. On va prendre une question, Benjamin, s'il te plaît. Oui, une question. Quelles sont les limites du feedback collaborateur? Quelles seraient les limites? J'en vois deux. La première qui me paraît la plus intéressante, c'est de dire que c'est pas parce que je suis un peu manager coach que je fais du feedback qu'il faut que je rentre dans ce qui pourrait être la thérapie de mon collaborateur. Il faut bien, je fais un feedback sur l'expérience client que je viens d'observer. J'aide la personne à comprendre ce qu'elle a fait de bien, je l'aide à comprendre, à trouver ce qu'elle pourrait faire de mieux. Cette culture du manager coach, mais c'est vrai pour toutes les pratiques de manager coach, ne doivent pas aller vers se prendre pour un thérapeute. Donc la première limite, elle est là. Et là-dessus, il faut être vigilant parce qu'il y a la sphère privée et puis que la thérapie, c'est une affaire de professionnel, tout à fait, que ce n'est pas du tout une affaire de manager. Donc ça, c'est une première limite qu'il faut parfaitement bien poser. L'autre limite, ça pourrait être parce qu'on veut piloter ça, parce qu'effectivement, il faut le piloter, et ben de remettre, par exemple, de l'incentive sur le nombre de feedbacks que je ferai. Ah oui, effectivement. Ouais. Si je fais ça, je tue le truc. Parce que le jour où je fais ça, ben on va faire de la bâtonnite, c'est-à-dire que je vais dire que je fais des observations, je vais reconnaître des compétences pour avoir ma prime. Et à ce moment-là, on a tué le projet. Donc la limite, c'est de surtout pas faire de cette évolution des pratiques. Il ne faut pas la manager par du variable. Oui. Il faut la manager par de l'attention. Il faut la manager par de l'aide. Vous voyez, et donc là-dessus, je suis très très vigilant. Aide et attention, mais pas d'incentive. Pas d'incentive. Il peut y avoir de l'incentive sur l'augmentation de la satisfaction des clients. Parce que c'est ça qu'on cherche en fait. Et plus cette initiative est collégiale, plus on sera dans la vérité. Mais il faut faire attention à ne jamais... Tous ces très beaux outils d'évolution des pratiques de management et de la relation. Vous faites par exemple une initiative sur la satisfaction client quand ils répondent à l'enquête. Qu'est-ce qu'on vit tous?
mettez-moi 9, sinon j'aurai pas ma prime. Oui. Vous voyez bien la limite, elle est là. C'est la même. Merci Jean-Jacques Grécy, en tout cas, pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes PDG de l'Académie du service. C'est la fin de ce premier temps fort. L'occasion de remercier nos partenaires institutionnels, l'INRC, ESCDA élu service client de l'année, la FIGEC, l'Institut du commerce et le partenaire média Agora News Expérience Client. Je vous dis à tout de suite pour une keynote de notre partenaire INSO qui nous parlera du lien conversationnel et de la transition vers la bulle relationnelle et comment on met en place un ROI par rapport à ce nouveau paradigme de la relation client qui met en place une bulle relationnelle avec Alexandre Rabouille, Customer Success Manager chez INSO. Je vous dis à tout de suite.